quand j'étais convoqué en 1943, j'avais toujours pas ma majorité. Mais là, les Allemands en ont pas tenu compte, là. Hein. Ils ont carrément mobilisé tous ceux qui pouvaient en zone occupée, déjà. Ils les ont carrément fait partir en Allemagne sans leur demander leur avis. Donc il y en a qui ont refusé, qui sont devenus réfractaires. Et donc moi j'étais déjà réfractaire à l'Arlet, puisque la police allemande est venue enquêter chez mes parents. Ma mère leur a dit, mon père n'était pas là d'ailleurs, il travaillait lui. Ma mère leur a dit, mais mon fils, je ne sais pas où il est. Il s'est disputé au mois de novembre avec son père, il est parti, on n'a plus de nouvelles. Alors qu'elle avait des nouvelles, évidemment. Elle savait où j'étais. Et donc, là, il crée le STO, et au mois de mai, on me convoque pour partir travailler en Allemagne. Bah, évidemment, j'y vais pas. Et donc, je deviens automatiquement réfractaire au STO, donc recherché par la gendarmerie. Et au mois de juin, je reçois sur le chantier où j'étais pas parti, j'ai été dénoncé je ne sais pas par qui, je reçois un télégramme de la gendarmerie, c'est mon chef de chantier, qui s'appelait Rouvry, un prisonnier de guerre transformé qui avait été libéré, et lui m'amène un télégramme de la gendarmerie de Périgueux, je ne sais pas si c'est encore dans leurs archives, m'enjoignant le lendemain de recevoir une caserne à Périgueux, où de là je devais partir travailler en Allemagne. Évidemment, le lendemain matin, je me présente sur la gare à côté de Bénac, et je pars pour Périgueux, évidemment. Il y avait le maire de la commune qui était là pour voir si je partais, mon chef de chantier, évidemment. Mais à Périgueux, je me suis bien gardé d'aller à la caserne. D'ailleurs, ils doivent m'attendre toujours là-bas. Et j'ai pris la correspondance pour aller sur Paris. Un de mes camarades de Maison Alfort, qui était dans le réseau de la France combattante, m'a fait avoir une fausse carte d'identité. Je m'appelais Jean-Claude Moreau et j'étais né à Abbeville. Donc à Abbeville, c'était difficile de pouvoir savoir si c'était vrai, puisque pendant les combats de 40, la mairie, je crois, avait été détruite. Et là, au mois de novembre, un de mes copains de la maison, de l'usine des établissements Grimard, rue Breguet, où je travaillais, me dit, j'avais encore des contacts avec certains, il me dit, il avait son beau-frère qui était à la RATP qui me propose de rentrer dans les francs-tireurs partisans français. Donc une organisation de résistance. Je rentre le 31 décembre 1943 dans les FTP, content de pouvoir faire quelque chose, enfin. Et puis le 31 janvier 1944, tout le groupe est arrêté. Un de mes camarades avait également parlé, donc comme un imbécile, je lui avais dit où j'habitais et tout. Donc ce 31 janvier 1944, je me rends à la gare de Nogent-sur-Marne, où on avait rendez-vous. J'arrive, je me trompe d'heure, j'arrive une heure trop tôt. Ne voyant pas arriver mes camarades, je prends le train suivant, qui arrive une heure plus tard, évidemment. Et là, eh bien, eux étaient dedans, mais moi je ne les vois pas. Je monte aussitôt que le train arrive, je monte dedans pour retourner à la gare de Joinville et ensuite d'aller chez mes parents à Maison Alfort, où je continuais à loger, et c'est eux qui me nourrissaient, puisque j'avais pas de carte d'alimentation, j'avais rien. Et là, ils arrêtent tout le groupe dans dans le square qui jouxte la gare de Nogent-sur-Marne. Ils font le compte, et j'ai su après par un de mes camarades, quand on s'est revu à Fresnes, il y en a un qui dit « Mais où est Bill ?» Bill, c'était moi, le surnom que mes camarades m'avaient donné quand j'étais gamin. Je lisais un magazine, et dedans il y avait les aventures d'un jeune cow-boy, Bravo Bill, et moi on aimait bien jouer au cow-boy dans les champs aux alentours d'à côté de chez nous, donc il m'avait baptisé Bill. Et moi j'avais loupé le rendez-vous, mais j'avais un lieu de repêchage. Je savais qu'il y avait des lieux de repêchage, on m'avait dit, si jamais tu as le contact qui est coupé avec le groupe, tu vas à tel endroit, à telle heure, donc je vais à ce rendez-vous-là. Bon, évidemment, je vois personne arrive pour me repêcher. Et là, je ne me méfie pas, il y a 4 gardes civils qui arrivent, je ne les vois pas arriver, 4 ou 5. Je me sens soulevé de terre, ceinturé, un pistolet mitrailleur sur l'estomac, et en même temps, un gars qui me dit « Bouge pas, Bill, t'es fait ». Bon, ben, le 3 février, on me livrait aux Allemands, à la prison de Fresnes. Et là, du jour au lendemain, je me retrouve au secret, dans une cellule. On peut dire que quand on se retrouve à un peu plus de 20 ans
entre quatre murs comme ça et qu'on sait que c'est terminé, c'est atroce. J'ai attendu que le jugement arrive. On a eu, comment dirais-je, la clôture de notre affaire au mois d'avril. On est passé devant un capitaine de la Wehrmacht avec sa secrétaire, qui parlait un français impeccable. Et je suis passé avec le camarade qui m'avait fait arrêter. Il a été fusillé par la suite. Mais je lui en ai pas voulu. Ça ne servait à rien d'ailleurs de toute façon. Et je lui ai dit quand même, je ne sais pas à ta place ce que j'aurais fait, j'en sais rien. Moi, j'ai été arrêté un des derniers, ils n'avaient pas grand-chose à me demander. Et ensuite, on nous a dit, vous avez le droit d'écrire, vous pouvez prévenir vos familles et tout. Et on nous a remis en cellule. Et vous serez à plusieurs en cellule. Non, moi, on m'a remis en cellule et je suis resté, j'ai continué à être seul. Et puis, le 12 mai, je crois, mon camarade André Quéron, on se parlait. Moi, j'étais au premier étage, lui, il était à quelques cellules en dessous. Et il m'appelle par le vasistas, évidemment. Il m'a dit, demain, je passe au tribunal. Il y a un sous-œuvre qui est venu me donner un rasoir parce que demain, je passe au tribunal. Et moi, j'attendais. Et moi, je ne vois rien venir. Et le lendemain, il part, lui. Il part au tribunal. Et il revient, il me dit, on est condamné à mort. Et puis, le 25 mai, la porte s'ouvre. Et on me dit, on me fait sortir. On me descend en bas. Et je me retrouve dans une cellule. Et je vois arriver l'interprète, un interprète allemand qui parlait très bien le français, avec l'accent parisien en plus, et ma mère et deux de mes sœurs. Alors là, je suis resté vraiment impossible de parler pendant près de 30 secondes. Il a fallu qu'il tape sur la petite table qui était devant lui pour que je décide à parler à mes parents, à ma mère. Et ma mère me dit, oui, on a eu le droit de venir te voir. Et on nous a dit, votre fils ne sera pas fusillé, il va partir travailler en Allemagne, apportez-lui des vêtements chauds pour l'hiver parce qu'il fait très froid en Allemagne. Et là, bon, on a bavardé. Le temps que l'interprète fume une cigarette, la visite, ça durait le temps d'une cigarette. Ça, mes camarades qui avaient déjà eu droit à des visites me l'avaient dit. Et je regardais cet interprète tout en parlant, je regardais sa cigarette se confumer. Et je peux dire que c'était pas un vicieux parce qu'il aurait pu tirer des goulées plus fortes. Ouais. Et je le regardais, c'était quand même c'était pas un SS, on était gardé par des militaires allemands, c'était la Wehrmacht. Le 7 juillet, donc, on m'a fait sortir de ma cellule et on m'a dit préparez vos affaires, vous partez en Allemagne. Je redescends, je me retrouve au rez-de-chaussée et là on me met dans une pièce avec 3 autres gars. On nous attache deux par des menottes et on nous dit, un interprète arrive, il nous dit voilà, vous allez partir travailler en Allemagne et si l'un de vous s'évade pendant le voyage, on fusillera tout le restant. Et le train est parti le lendemain matin. Alors ce train c'était un train de voyageurs. Donc c'était pas un train de marchandises comme ceux qui partaient de Royal-Lieu, de Compiègne. C'est quand même bizarre, un wagon de 3e classe, à 6 par compartiment, attaché 2 par 2, avec à l'entrée du wagon, on est rentré un fusil mitrailleur par terre, en position, et des soldats allemands. Et entre Maison-Alfort et Villeneuve-Saint-Georges, parce qu'il y en avait un qui avait un crayon, moi j'avais ces bouts de papier, on avait le lieutenant Méry qui avait un tube d'aspirine, on achetait ça sur la voie ferrée. Et en fait, après, le 23 juillet, il y a un cheminot qui l'a trouvé, qui a renvoyé ça à mes parents. Et mes parents, évidemment, savaient que je partais en Allemagne. Ils n'ont pas été surpris, on leur avait dit. On était 61 en tout. Et on était à peu près persuadés que le maquis allait attaquer le train pendant le voyage, parce qu'il y avait d'énormes maquis par là, de nombreux maquis. Oui, mais les maquis n'attaquaient pas les trains de voyageurs. Donc notre train est passé tranquille, et on a dû passer par Mulhouse. On a fait véritablement, on a mis quand même 3. On est parti le 8 au matin, on est arrivé le 10 au matin à Strasbourg. Et là, surprise, notre train, au lieu de traverser, on décroche notre wagon, et au lieu de partir, de traverser le Rhin au pont de Kehl, on se retrouve rentré à l'intérieur du territoire français. Et là, on s'arrête à la gare de Roto, et là, on est pris en charge
par une escouade, un peloton, disons, je ne sais pas combien ils étaient, puisqu'on était 61. On descend, alors là, les coups commencent à tomber. Il y avait Comment ça, les coups? Les coups, les gifles, les coups de poing, les hurlements, parce que là, on arrivait véritablement, là, on était remis entre les mains des SS. Ça changeait du tout au tout, quand même. Hein. Et donc, on descend, on nous met en rang, et on nous fait partir à pied sous le soleil. Moi, j'ai été arrêté avec mon pardessus, il faisait très chaud. J'avais soif, j'avais mal aux deux jambes, et j'ai su par la suite que c'était de l'œdème. Je ne savais pas ce que c'était. Pourquoi? Certainement parce que on manquait d'eau, certainement. Et je me suis traîné pratiquement pendant 8 km. C'est mes camarades qui m'ont porté pratiquement mes colis pendant toute la montée. Je me traînais littéralement. Et là, on a le village. Et à l'entrée du village, après avoir traversé la voie ferrée, j'ai vu une femme qui faisait le signe de croix, et plus loin, une autre qui pleurait. Alors je me suis dit, ça ne doit pas être formidable ce qu'on va voir là-haut. Et donc on arrive sur la place qui est à côté de la chambre du crématoire, à côté du bâtiment du crématoire, et là on nous fait rentrer dans les douches. Alors c'est des douches communes, hein, c'est une Ah, des douches communes, oui, oui, oui. Mais on nous aurait mis dans une chambre à gaz, on nous aurait envoyé les gaz, ça aurait été pareil. Hein. Ouais. On ne se doutait pas de... On ne connaissait pas ça. Ensuite, on nous amène à l'habillement, quoi. On nous a donné d'autres habits, en civil évidemment, et un mude-scène, pas de chaussettes, et deux rectangles de toile blanche avec notre numéro dessus. Donc il a fallu qu'on couse en dessous de notre matricule ce triangle rouge avec la lettre F. Et dans le dos de la veste, il y avait une croix rouge avec NN, peint en rouge aussi. NN, ça voulait dire Nartun Nebel, et également sur deux longues bandes de peinture rouge sur le pantalon aussi, ce qui permettait que si on s'évadait, on était repéré tout de suite. Et aussi, au capot OSS, quand il voulait savoir à qui il avait affaire, rien que de voir notre croix dans le dos, il savait tout de suite qu'on était des personnages dangereux. Et les chiens avaient été dressés sur des mannequins habillés comme ça, en plus. Mais ça, on ne savait pas ce qui nous attendait encore. D'abord, on a eu droit à la gamelle de la ration de pain du soir, je crois, oui. Parce que la gamelle de soupe, c'était à midi. Ensuite, on a été à l'appel. Et quand on est rentré pour se coucher, on était tous dans un bloc de Français. Et Roger Linet, qui était chef de chambre à l'ancien FTP, qui était parti du deuxième convoi arrivé en 1943, ouais. Était chef de chambrée, donc je vais le voir. Et je lui demande où je devais me coucher. Elle m'a dit, tu te cherches une place. Alors je vais, et la nuit commençait à tomber. Mais je me fais envoyer balader comme c'est pas possible. Ben, on était plus que serrés, et il n'y avait plus de place. En bas, il n'y avait plus de place. Et puis là, le coup de sang me prend, j'escalade. C'était des chalits, 3 lits superposés. Ouais, attention. Oui. Hein. Je monte carrément en haut, parce qu'au deuxième, je me fais encore envoyer balader. Et je m'incruste entre deux gars, et là, je me sens quand même un peu mieux. Et le gars qui était à côté de moi me demande, t'étais arrêté quand? Moi, je lui dis, j'étais arrêté le 31 janvier 1944. Et je lui explique. Il me dit, mais comment on t'appelait? Ben, je lui dis, ben, on m'appelait Bill. Ah, il me dit, moi je suis Camille Juillard. J'étais tombé sur un gars du groupe que je connaissais à peine, mais j'avais connu quand on a clôturé notre affaire le 25 avril. En plus, il me restait encore un peu de sucre, quelques biscuits de guerre que ma mère m'avait amené le 25 mai et je n'avais pas complètement mangé. Je m'étais fait un menu pendant tous les jours qu'on suivit, il m'en restait encore un peu. Pour limiter. Donc le lendemain, j'ai partagé ça avec mes copains, et bon, moi, j'ai vécu la vie du camp après. On nous a mis, le lendemain, on nous a fait une piqûre, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Ensuite, le lendemain, on est quand même passé au service administratif, donc on nous a repris en photo, les empreintes digitales. On nous a demandé à qui on léguait nos biens quand on serait mort. Ben, ils avaient tout prévu, nous, on était condamnés à mourir.
Il y avait, Normalement. ah oui, oui, non, mais et moi, j'avais rien allégué, j'avais rien, alors de toute façon. Et puis après, bon, on était un peu en quarantaine, donc on n'a pas. J'ai fait une ou deux corvées dans le camp. Et là, j'ai fait une corvée de chiottes, on peut dire. Donc on est descendu avec des brouettes au fosse septique là-bas. On a rempli les brouettes d'excréments. Et ensuite, il a fallu qu'on remonte avec nos brouettes. Vous voyez la pente déjà. La brouette bien chargée, évidemment. Et là, à mi-pente, on s'est arrêté. On a eu droit à cette tranche de pain qu'on appelle un broutsaille. Et j'ai mangé cette tranche de pain à côté d'une brouette de merde. Et ensuite, j'ai été affecté au commando du Struthof. Donc là, ça s'appelait le commando du Struthof. Parce que tous les matins, il y avait un commando qui descendait après l'appel du matin. Et l'appel du matin, il ne durait pas longtemps. Le matin, on partait à l'heure. Hein. Le soir, par contre, ils pouvaient faire durer les appels aussi longtemps que ça leur plaisait. Puisqu'ils ne risquaient rien le soir. On ne travaillait pas de nuit. C'était comme ça. Et là, eh bien, donc le matin, on descendait. Il y avait un commando qui allait. Il y avait d'autres commandos, mais le principal commando, je crois, c'était celui qui allait au camp. Et il y avait aussi celui de la carrière. Mais la carrière, à l'époque, elle était plus en exploitation. Ils avaient construit des baraquements où à l'intérieur de ces baraquements, ils récupéraient les moteurs d'avion qui étaient abattus sur le territoire et ils les montaient en camion jusqu'à la carrière où ils les démontaient. On partait au commandement du Struthof en bas et on était répartis en divers sous-commandos, le commando du jardin, les cochons, la cordonnerie, enfin il y avait tout un temps de travaux exécutés. Et donc à 9 h, on avait de nouveau ce morceau de pain avec ce morceau de margarine. Et ensuite, à midi, on repartait, mais on ne repartait pas les mains vides. On remontait la nourriture des SS qui était cuisinée au restaurant du Struthof, à l'hôtel du Struthof, qui avait été, comment dirais-je, réquisitionné par les SS. Et ensuite, toute la nourriture que le camp ne recevait pas, c'est-à-dire le pain, tout un tas de marchandises, je ne sais. Moi, je sais que j'ai surtout remonté du pain quand on remontait au camp. Mais tu en mangeais en le remontant, non? Tu pouvais pas en manger. Ah non, on ne risquait pas. Hein. Tu avais des SS derrière qui te... Ah ben, il y avait les capots, il y avait les sentinelles, il y avait tout. Et le soir, c'était pareil. Le soir, on remontait encore la nourriture des SS. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de gars du commando. Il y en avait quand même, parce que quand on montait la huche à pain, par exemple, on était quand même 4 à la portée déjà. Alors, le premier matin où j'ai travaillé dans ce commando, quand on arrivait sur la petite place, là, eh bien là, il y avait tous les bouteillons de la veille qui étaient là, et il fallait les descendre. Donc, le premier jour, j'étais à la fin du commando, comme d'habitude, et j'ai vu les gars qui se précipitaient sur les bouteillons, parce qu'ils regardaient s'il restait de la nourriture dedans. Donc, quand il y avait un peu de nourriture qui restait dans le bouteillon, ils le prenaient, et tout le long de la descente, on entendait ce cliquetis de bouteillons, où les gens tapaient directement à la main dedans, et mangeaient un peu de ce qu'il y avait. Quand ils allaient chercher le café le matin, enfin le café, la boisson chaude, bouillante, qu'on avait, ils allaient la chercher aux cuisines, dans des bouteillons, pareil. D'accord. Mais là, oui, parce qu'avant de manger, à partir du matin à l'appel, on avait droit à ce liquide chaud, on appelait ça du café, mais ça devait peut-être de l'or, je ne sais pas avec quoi c'était fait, mais c'était chaud, mais très chaud d'ailleurs. Hein. Et donc, il fallait descendre des bouteillons. Alors le matin, je faisais que les autres, et un jour, je suis tombé sur un bouteillon avec mon camarade Pierre Vélisson, qui était de Poitiers, lui, un agent d'assurance, et on a à peu près le même âge d'ailleurs, et il y avait au moins une hauteur comme ça dedans, de rutabaga cuisiné. Attention, ce n'était pas des rutabagas cuits à l'eau. Et moi j'ai réussi, tout en descendant, j'en mangeais un peu, mais je mettais surtout de la nourriture dans mes poches. Parce que c'était plus facile de la mettre dans mes poches et de la manger ensuite en bas. C'est la seule fois que j'ai réussi à manger quelque chose. Et après, quand on était sur le chantier, on était en train de faire un jardin qui jouxtait la route qui monte au camp, je mettais ma cuillère dans ma poche, on avait toujours notre cuillère sur nous, on avait que ça. Et je mangeais
mon rutabaga gras comme c'est pas possible. J'avais une tache sur la jambe du pantalon le midi. Ah ben oui, ça. Ah oui, mais là, c'était pas discret. J'étais content de le faire voir à mes camarades, mais c'est la seule fois où j'ai réussi à manger quelque chose en descendant ce bouteillon. Mais c'était toujours cette faim qui nous tenaillait. Et le 15 août, l'après-midi, je travaillais en bordure de la route, toujours à ce jardin, et il y a des jeunes filles, des jeunes Alsaciennes qui passent sur la route, et moi je les interpelle, évidemment, Alsaciennes, elles parlaient français, et il y en a une qui nous dit « Courage les gars, ils ont débarqué ce matin en Provence ». Donc, on ne savait pas encore. J'étais un des premiers à le savoir, moi, ça. Et puis peut-être ceux qui écoutaient la radio, qui travaillaient dans les bâtiments SS. Et le soir on remonte la nourriture et on me donne à porter un sac de pain. Alors, donc j'avais ce sac qui était ficelé quand même sur l'épaule, je le monte, et en marchant, j'avais un autre Français à côté de moi, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et je lui dis en montant, si j'arrive à ouvrir le sac, tu prends un pain et on partage. Il me dit oui. Arrivé presque à la hauteur du Mirador, j'arrive à ouvrir mon sac, je lui dis vas-y, tu peux prendre un pain. Il prend un pain, le SS qui était dans le Mirador le voit, il le dit au sous-capot, qui m'avait déjà repéré le samedi, l'autre il arrive sur moi comme une fusée, je lâche le sac à pain, je me tire en courant, évidemment il me retrouve, et je me retrouve avec le grand aussi qui était à côté de moi, qui avait pris le pain, je me retrouve au bord du talus, avec tout le camp en dessous. Et il y a un SS qui vient avec un interprète, et il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Alors attends, il y a 3 Russes qui viennent nous rejoindre, parce qu'ils ont fouillé tout le monde. Et les Russes, eux, ils travaillaient au jardin, ceux-là, ils avaient joué les taupes, ils avaient creusé, ramassé des pommes de terre, ils les avaient enfilées sur une ficelle, ils les avaient accrochés à l'intérieur de leur pantalon. Et attends, ils nous fouillent. C'est encore un miracle, là. J'avais trouvé un clou à chevron quand on était en quarantaine et je l'avais martelé à mort. Je m'étais fait comme un petit couteau pour couper mon pain. Il était dans ma poche de vareuse. Le SS me fouille. Donc c'était une veste de l'armée italienne, donc j'avais des poches là. Il ne me fouille pas cette poche-là. Et je ne pouvais pas le jeter, ce clou, c'était interdit ça. Et là j'avais droit, je ne sais pas ce qu'il m'aurait fait. Et il ne me fouille pas cette poche-là. Et je ne pouvais pas le jeter, mon clou. J'avais tout le camp en dessous. Donc le camp, les capots et tous les SS qui étaient là, les blocs Führer et compagnie. Donc, déjà, c'est un miracle là. Donc ils nous disent, bon allez hop, suivez-nous. Et on s'est retrouvés devant le poste de garde, mais à l'intérieur. Et jusqu'au couvre-feu, accroupis, les bras tendus comme ça. Accroupis, on appelait ça faire le crapaud. Tous les 5. Avec un SS à côté de nous. Et quand j'essayais de mettre la main par terre pour me soulager, ils me prenaient un coup de pied. C'était pas de la sauvagerie, c'était véritablement... Je crois qu'en 1943, vu l'époque, le climat qui régnait à cette époque-là, j'aurais jamais pu faire ça, j'aurais été roué de coups, ils m'auraient tué sur place. Mais là, non, là c'était un peu du sadisme, si on peut dire. Et puis le 4 septembre, on nous a donné un morceau de pâté, un pain, et on est descendu à pied, encadré par les SS, évidemment, armés jusqu'aux dents. On est monté dans les wagons à bestiaux, et donc le 4 et le 6, on est arrivé au camp de Dachau. Et là, on crevait littéralement de soif, j'ai failli boire mon urine, moi. C'est mes camarades qui m'ont empêché de le faire, et je me suis retrouvé dans ce wagon avec mes camarades du Doubs. Et j'avais fini mon pain avant qu'on parte, avant qu'on descende dans la gare de Roto. J'avais mangé le pain et la ration de pâté, d'où la soif après, ce pâté d'ersatz. Et donc on s'est désaltéré sous les douches. Et ensuite, on nous a donné une tenue rayée. Donc cette tenue rayée, là, de bagnard, moi ça m'a fait ni chaud ni froid, je ne me suis pas senti déshonoré. J'ai pensé aux pieds nickelés. Les pieds nickelés, c'était une bande dessinée de Thornton qui paraissait avant la guerre, qui était très bien d'ailleurs.
Et là, on est parti au Camp d'Alac. Au Camp d'Alac, là, on a été loué à des industriels. C'était un commando, maintenant ils appellent ça des annexes. Mais à l'époque, on appelait ça des commandos. Et moi, je continue à appeler ça un commando. Ça plaît, ça plaît pas, j'en ai rien à faire. Ouais. Et donc, dans ce commando, on a travaillé pour la BMW. Alors déjà, j'ai encore eu une chance terrible, c'est qu'il y avait deux sortes de commandos, la BMW. Il y avait les commandos extérieurs, des petits commandos extérieurs du camp, où j'ai travaillé on est arrivé le 6 septembre, j'ai dû travailler presque un mois dans ces petits commandos, et après j'ai été affecté à la fabrique, à la BMW, où on fabriquait des moteurs d'avion en réaction. Mais il y avait un autre commando qui s'appelait la Dikérov, qui construisait un bunker un peu genre base navale, base sous-marine de Saint-Nazaire, mais carrément debout sur le sol, quoi. Tu vois, un bloc aussi immense, pratiquement indestructible. Ouais. Il fallait des bombes de 6 tonnes pour les ébranler. Et là, j'ai eu de la chance de ne pas être dans ce commando, parce qu'il fallait charrier des sacs de ciment, soulever des sacs de ciment de 50 kilos. Jamais j'aurais pu, moi, déjà. Ouais. Je faisais déjà 51 kilos avant d'être arrêté, donc c'était la mort à plus ou moins brève échéance. Je ne sais pas, on ne refait pas l'histoire. Je me suis donc retrouvé, en plus, il y avait le froid, en plus. Il travaillait de 12 heures de nuit ou 12 heures de jour. Je me suis retrouvé au commando de la BMW. On ne fabriquait plus des motos, c'était les motos à l'époque, ouais. La BMW. Ah, ça a évolué depuis. Mais là, déjà, c'était les moteurs d'avion. On était 3 ouvriers, un russe, un grec, et puis moi. Et en fait... On travaillait chacun sur une machine. Ouais. Et là, l'Allemand qui travaillait avec vous, c'était votre chef, qui avait 50 ans? Oui, eh bien lui, il était là pour aussi, il regardait comment on travaillait quand même, mais il n'était pas toujours avec nous. De temps en temps, il s'en allait, certainement qu'il allait voir d'autres machines, ou il allait aux toilettes ou autres, mais à chaque fois qu'il avait fini parce qu'il déjeunait, on le voyait déjeuner, hein. Il ne nous a jamais donné un bout de pain, il n'a jamais rien laissé sur l'établi. Non, rien. Mais quand il mangeait une pomme tous les soirs, enfin les soirs ou dans la journée, il avait cette pomme qui finissait son repas, et quand il avait fini, enfin, il rongeait pas la pomme, il mourrait certainement pas de faim, lui. Oui. Il balançait son trognon de pomme par terre, et nous, aussitôt qu'il avait le dos tourné, on se jetait sur le trognon de pomme, le premier qui arrivait, il le prenait, les autres, ne disaient rien, qu'on ne pouvait pas se battre pour un trognon de pomme, et quand il revenait, le trognon de pomme, il voyait bien qu'il n'était plus par terre, il aurait pu le jeter dans la poubelle, non, il le jetait par terre. Du coup, maintenant, quand tu manges une pomme... Ah ben, quand je mange une pomme, je la bouffe jusqu'au trognon, il ne reste rien. Ouais. Je me suis assis par terre, contre le mur, j'étais fatigué, j'en avais marre, je me suis endormi, j'ai été réveillé par un coup de pied dans les côtes, et le commando Führer qui était là, un SS, m'a regardé. Moi, je l'ai regardé, j'ai pas bougé. J'ai pas bougé, et je ne sais pas si je l'ai écœuré, si il a vu que j'étais dans un état pitoyable ou autre. Non. J'ai reçu le coup de pompe, et puis il est parti. Des histoires d'amour dans les camps. Des histoires d'amour dans les camps, oui, les homosexuels, quoi. Non. Il y en avait. Oui, il y avait des homosexuels. Certainement, il y en avait même qui étaient homosexuels parce qu'ils étaient... Oui, qu'ils étaient là parce qu'ils étaient homosexuels. Ouais. Mais ça n'empêche pas le bloc où était mon camarade Nicolas, Méry et compagnie. Eh bien, ce chef de bloc qui était un triangle noir, il avait 2 petits Russes. Eh oui. Et il y en a un soir, un matin, je vais voir mes camarades, un dimanche matin, je vais les voir, Méry, Méni, discuter avec eux, parce que pour moi, c'était une amitié sans borne, tu vois, pour eux. Et ils étaient en plein épouillage. Ils me disent, Bill, reste pas là, on est en plein épouillage, si jamais ils te voient, alors je m'en vais. J'arrive, j'étais rentré en douce, moi, dans le bloc. Et quand je ressors, il y a un des jeunes Russes qui me voit. Un des jeunes Russes, il avait 2 Russes avec lui.
j'ai pas eu le temps de dire ouf. Hein. Il le dit donc au chef de bloc, un triangle noir. Je mets la main sur la poignée de la porte, je me prends un coup de pied à la base du coccyx, à la base du coccyx. Hein. Je me retourne, je me prends son poing dans la figure, le sang a giclé tout de suite. Hein. J'ai ouvert la porte, je me suis tiré au vacheram, puisqu'on n'avait pas de lavabo dans notre bloc, à attendre que le sang arrête de couler. Je pleurais de rage. Et je suis resté 15 jours sans pouvoir m'asseoir. Si j'ai quelque chose, si j'ai peut-être... J'en subis des séquelles de ce coup de pied qu'il m'a mis là. Mais alors, il m'a une pointe qu'il m'a mis, dis donc. Vous ne voyez jamais les femmes? Ah, il n'y a pas de femmes dans le camp. Hein. Il n'y avait pas de femmes dans le camp? Ah non, non. Il y a Dachau? Non plus, il y avait un bordel. Là. Il y avait un bordel, il y avait des bons, on dirait des bons de saillie, en argot, tu vois. Ouais. Mais c'était réservé aux proéminents, aux capots, aux cadres, si on peut dire. Mais crois-tu que même si on y avait eu droit, on m'aurait donné à choisir entre une gamelle de soupe et une bonne femme, j'aurais pas choisi la gamelle. Même la plus belle, j'aurais choisi la gamelle de soupe. Hein. Et peut-être après, j'aurais pris la femme. Oui, non, mais on n'était pas dans un état pour aller faire l'amour. Ce qui me hante toujours, c'est de savoir que tous ces jeunes enfants qu'on a assassinés, dans les chambres à gaz, c'est un crime contre l'humanité, mais de toute façon, ça a été reconnu comme tel. Mais c'est affreux. Il y a toujours des jeunes dans le monde qui ont faim, qui meurent de faim. Ça ne devrait pas exister, ça. Et puis aussi, plus ça va, plus on est sur cette planète, et ça va être de plus en plus difficile à subvenir à nos besoins.